Dr Guilmy. Je tiens à remercier mon ami professeur Brahimi pour l'organisation de cette journée, cette première journée qui s'intéresse à la médecine psychosomatique. Je remercie l'assistance aussi pour son intérêt porté à cette journée-là. Je me suis vu confier la thématique de la terminologie, de la prévalence, ainsi que le coût des symptômes médicalement inexpliqués. Et je ne vous cache pas que c'était très compliqué à préparer et très difficile. Alors, comment peut-on définir un symptôme médicalement inexpliqué? Eh bien, cette terminologie fait référence à une symptomatologie somatique qui est rapportée ou constatée chez un patient et qui est vécue d'une façon très négative et chez lequel toutes les investigations n'ont abouti à rien. Donc, finalement, malgré une évaluation, une investigation approfondie, on n'a pas pu retenir un diagnostic somatique. Alors, les présentations sont multiples et très diverses, véritablement chimériques. Elles intéressent toutes les spécialités. Donc, chaque spécialité a ses propres symptômes médicalement inexpliqués, que ce soit la gastro-entérologie, que ce soit la médecine interne, que ce soit la traumatologie, la rhumato, etc. La première question que je me suis posée, est-ce qu'on a le droit de parler de diagnostic de symptômes médicalement inexpliqués, ou plutôt, est-ce une catégorie diagnostique provisoire? La deuxième chose que j'ai constatée, c'est qu'il y a une énorme confusion, à la fois dans la terminologie qui est utilisée par les praticiens, mais aussi dans la classification qui est utilisée. Et puis, finalement, le corollaire de tout cela, c'est que l'exclusion d'une cause médicale évidente ou claire est une source d'insatisfaction aussi bien chez le patient que chez le praticien, et donc ça peut occasionner des tensions au niveau de l'alliance thérapeutique. Alors, concernant la terminologie, quand j'ai essayé de chercher dans la littérature, eh bien, et ça ne concerne que la littérature médicale évidemment, parce qu'il y a plein de termes qui ne sont pas médicaux, qui sont également utilisés, comme l'a si bien dit Dr Guilmy. Alors, on a les troubles somatoformes ou somatomorphes, les troubles de conversion, qui sont, je pense que la plupart des médecins le savent, c'est l'expression inconsciente de façon somatique d'une difficulté psychique verbalisable. Il y a la notion de somatisation, qui est le fait de ressentir et de communiquer un stress psychologique sous forme d'une détresse somatique. Il y a ce qu'on appelle dans toutes les spécialités les troubles idiopathiques, comme par exemple l'acouphène idiopathique en ORL et les autres troubles idiopathiques dans les autres spécialités. Il y a ce que l'on appelle aussi la plainte ou le trouble fonctionnel, qui affecte le fonctionnement d'un organe, sans qu'il y ait bien évidemment une lésion anatomique sous-jacente. Et puis l'appellation trouble somatique psychogène, syndrome ou trouble de détresse corporelle qui a été introduite par la CIM-11, et puis le trouble symptomatique somatique qui a été introduit par la classification américaine des troubles mentaux, et enfin troubles psychosomatiques. Enfin bon, je me suis arrêté là parce que certainement il y a d'autres terminologies que je n'ai pas mentionnées. Alors, d'où vient, comme vous pouvez le voir, c'est un véritable capharnaüm de termes, mais d'où vient cette difficulté nosographique? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a tellement de difficultés? Déjà, en termes de classification, alors je vais me concentrer sur deux classifications, la classification américaine des maladies mentales et la classification internationale des maladies. Je ne vais pas parler des classifications de certaines spécialités, comme par exemple la classification de Rome des symptômes fonctionnels digestifs, ça prendrait énormément de temps. Donc on voit déjà que la terminologie change au fil des classifications. Donc d'abord, durant les années 2000, la classification américaine appelait ça trouble somatoforme, et actuellement, en 2013, c'est pas en 2001, donc c'est pas 2023, c'est 2013. L'appellation a été changée et pour les appeler maintenant troubles à symptomatologie somatique et troubles apparentés. Quand on se penche sur le contenu, qu'est-ce qu'on constate? Avant, il y avait un certain nombre de troubles. Troubles somatisation, troubles somatoformes indifférenciés, troubles douloureux, qui ont été regroupés sous forme d'un seul trouble dans un souci de simplification. Il y avait le trouble de conversion, qui a été rebaptisé trouble de symptomatologie, plutôt trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle. Il y avait la classique hypocondrie, que tout le monde connaît je crois, et qui a été renommée crainte excessive d'avoir une maladie. La peur dysmorphie corporelle, elle a été retirée de la classification des troubles somatoformes pour être mise sur le compte des troubles obsessionnels.
Le trouble somatoforme non spécifié a été scindé en deux catégories avec la notion de trouble spécifié à symptomatologie somatique, comme la grossesse nerveuse que tous les étudiants en médecine connaissent, et puis le trouble non spécifié à symptomatologie somatique. Et puis ce grand chapitre s'est vu l'ajout de deux catégories, les troubles factices qui l'ont rejoint et qui étaient dans un chapitre à part. Alors les troubles factices, c'est le patient qui mime des symptômes somatiques et dont les motivations demeurent inconscientes. Et puis, les facteurs psychologiques influençant d'autres affections médicales, grosso modo, tous les comportements de non-compliance au traitement, etc. Alors, pourquoi il y a eu cette évolution? Eh bien, d'abord parce que la détermination du caractère médical s'est avérée très difficile. Ces troubles-là étaient avant regroupés dans un même chapitre dans le DSM parce qu'ils faisaient l'objet d'une démarche médicale commune, c'est-à-dire un diagnostic d'élimination. Il fallait d'abord éliminer tous les troubles possibles somatiques et puis en retenir le trouble psychiatrique. Évidemment, on ne peut pas être exhaustif, d'accord? Et donc, le DSM a essayé de retirer ce critère-là, ce critère d'élimination d'une affection médicale. Alors, cela a été possible pour le trouble à symptomatologie somatique, mais ce critère a été gardé pour le trouble de conversion et la grossesse nerveuse, tout simplement parce qu'il est facile d'éliminer une origine organique dans ces cas-là. Alors, il est totalement inapproprié de donner un diagnostic de trouble mental à une personne, tout simplement parce qu'on n'a pas pu diagnostiquer son mal, tout simplement. Et puis, la présence d'un diagnostic médical n'exclut pas la possibilité d'une association d'un trouble mental comorbide, et notamment un trouble, en l'occurrence un trouble à symptomatologie somatique, c'est-à-dire une comorbidité entre j'allais dire réelle, mais bon, une pathologie par exemple somatique et une pathologie psychogène, comme c'est le cas par exemple des mouvements anormopsychogènes et la comorbidité avec une épilepsie. La CIM-10, ou dans la classification internationale des maladies, eh bien, c'était pareil. Avant, on les appelait troubles somatoformes, et ces troubles-là étaient répartis sur deux chapitres en fait, les troubles somatisation dans les troubles somatoformes, et puis le trouble de conversion était mis bizarrement dans le chapitre des troubles dissociatifs. C'est pas comme la classification américaine. Et puis, ils ont été rebaptisés en janvier 2022 dans la nouvelle classification, troubles de détresse physique et de l'expérience corporelle. Alors, je vous ai mis ici donc les troubles moteurs dissociatifs, convulsions dissociatives et anesthésie dissociative. Ça renvoie à des atteintes mimant une atteinte neurologique qui existait dans la CIM-10. Et puis la CIM-10 comportait aussi le trouble ou le chapitre des troubles somatoformes, dont le trouble somatisation, l'hypocondrie, le trouble douloureux somatoforme persistant, le dysfonctionnement végétatif somatoforme. Donc vous voyez qu'il y a vraiment tout un éclat de troubles. Il y avait également la neurasthénie qui était placée dans un chapitre à part et qui est le précurseur conceptuel du syndrome de fatigue chronique, actuellement classé en neurologie et rebaptisé encéphalomyélite myalgique. Alors, dans la nouvelle classification, donc, le nom a été changé, comme je vous ai dit, et puis ils ont essayé de simplifier. Donc on parle de troubles à symptomatologie somatique avec des degrés de sévérité divers. La dysphorie de l'intégrité corporelle a été intégrée, c'est une entité un peu particulière où l'individu ne se sent pas bien dans son corps et éprouve la nécessité d'avoir un handicap. Alors cela peut engendrer des comportements qui peuvent générer un réel handicap chez la personne, comme des lésions physiques. Et puis les troubles dissociatifs, donc toujours on retrouve le trouble dissociatif à symptomatologie neurologique. Et là, donc, on a toute une liste de symptômes neurologiques possibles et imaginables. Alors, donc vous voyez bien que c'est très confus. Et même quand on se penche sur les critères de chaque trouble, là je vous ai pris l'exemple du DSM-5, donc j'ai pris l'exemple du trouble à symptomatologie somatique et la crainte excessive d'avoir une maladie ou l'hypocondrie. Alors, on remarque qu'il y a quand même un chevauchement dans les critères. Regardez, donc pensée, sentiments et comportements excessifs liés à des symptômes somatiques, préoccupation concernant le fait d'avoir ou de développer une maladie grave. Alors là, persistance d'un niveau élevé d'anxiété, il existe un niveau important d'anxiété. Là encore, beaucoup de temps et d'énergie passés à explorer ces symptômes, d'évoluer à ces symptômes-là, et la personne présente des comportements excessifs par rapport à sa santé. D'accord? Donc vraiment, tous les symptômes se chevauchent. La seule différence que l'on peut constater, c'est au niveau du critère. De ce critère-là, là, il parle d'un ou plusieurs symptômes somatiques qui causent la détresse de la personne, qui sont présents. Là, le symptôme, il peut être présent ou pas. Donc, quand ce n'est pas présent, c'est facile de faire le diagnostic d'une hypocondrie, mais quand on a un symptôme,
là, vraiment, on assiste à un chevauchement dans ces deux entités cliniques, entre ces deux entités cliniques. Alors, d'où vient cette difficulté? Eh bien, en fait, la difficulté vient du paradigme même qui est utilisé pour décrire ces maladies et les classer dans les cadres nosographiques respectifs. Alors, normalement, pour décrire quelque chose, la médecine, elle s'inspire du modèle scientifique. Donc, on décrit quelque chose que l'on connaît. Une maladie, c'est une entité morbide qui découle d'un dérèglement physiologique ou d'une étiologie qui est bien connue. Et donc, on peut classer les troubles en fonction de leur présentation clinique, de leur physiopathologie et de leurs étiologies. Alors, j'emprunte un petit exemple à nos amis endocrinologues. Dans le diabète de type 1, on a une étiologie, donc la destruction des cellules bêta de Langerhans, qui, par la voie d'une physiopathologie bien connue, entraîne un tableau clinique actuellement bien connu. Dans le diabète de type 2, la concordance ou la concomitance de plusieurs étiologies peut amener à un tableau clinique qui est similaire avec une physiopathologie qui se chevauche un peu, notamment en ce qui concerne la baisse de la sécrétion d'insuline. Mais loin de là, il y a ce qu'on appelle le diabète insipide, qui a la même présentation clinique à peu près, donc le syndrome polyuropolydipsique, mais dont la physiopathologie et les étiologies sont complètement différentes. Donc le problème vient du fait qu'on est à ce niveau-là de description, et on essaie de classer des entités cliniques et les considérer comme des entités pathologiques ou comme des maladies. D'où vraiment la confusion. Donc en fait, le paradigme de la médecine qui s'appuie sur la connaissance pour décrire donc, les concepts valides de maladies et donc les classer, se retrouve un petit peu dans une sorte d'incohérence, puisque les SSMI, donc les syndromes médicalement inexpliqués, sont tout ce que l'on ne connaît pas. Plus la connaissance avance, plus normalement ce cercle de méconnaissance doit restreindre, et ces symptômes-là, ils doivent rejoindre petit à petit le cercle des connaissances, parce qu'on commence à les déchiffrer, leurs mécanismes physiopathologiques et étiologiques. Sauf que là, avec les classifications actuelles, on se retrouve vers quelque chose de complètement incohérent. On essaie de les intégrer dans les classifications actuelles en se basant sur ce que l'on ne connaît pas, tout simplement. On dit que voilà, c'est parce qu'on n'a pas trouvé d'étiologie, donc on peut les classer, on a le droit de les classer avec d'autres maladies. Et ça cause une grande confusion dans les terminologies et classifications. Donc, en fait, la classification ou une classification médicale, elle a trois caractéristiques principales: l'utilité, la fiabilité et la validité. La validité, c'est vraiment est-ce que ce qu'on décrit se rapproche de ce qui se passe réellement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une étiologie bien déterminée, connue, est-ce qu'il y a une physiopathologie bien déterminée, connue. Ça en fait un trouble valide. Maintenant, et en psychiatrie, nos collègues psychiatres le savent certainement, la plupart de nos troubles en psychiatrie manquent de validité et donc se contentent de la fiabilité et de l'utilité. Donc la fiabilité, c'est évidemment, si on a des critères diagnostiques, est-ce que ces critères permettent de faire un diagnostic stable dans le temps? Déjà, donc la fiabilité test et retest. Et puis, est-ce que différents opérateurs ou cliniciens peuvent faire le même diagnostic en utilisant ces critères? Actuellement, on dispose d'une bonne fiabilité interjuge et test-retest pour la plupart des troubles psychiatriques et aussi un peu pour les troubles somatoformes. Et puis, la question de l'utilité. Alors, les classifications que je vous ai présentées ont une seule utilité, c'est d'étudier les prévalences et les statistiques. D'accord? Elles n'ont pas vocation de thérapeutique ni de prise en charge, et elles sont en fait athéoriques. Et donc, est-ce qu'une classification seulement utile et fiable peut nous être utile et peut nous aider à aider les patients? Oui, dans certains cas. Par exemple, le cas du handicap intellectuel. On sait tous que l'handicap intellectuel est défini à partir d'un certain nombre de critères cliniques qui sont valides avec une bonne fiabilité. La plupart des opérateurs savent le diagnostiquer en s'appuyant sur les critères, et puis on peut proposer des prises en charge à ces patients qui sont adaptées, même si on ne tient pas compte de l'étiologie et de la physiopathologie. Parce qu'il y a plus de 300 étiologies à l'handicap intellectuel, et ces 300 étiologies n'expliquent que 40% des handicaps intellectuels. Donc on n'est pas là à rester les bras croisés, quand même. Des fois, les classifications peuvent nous être utiles. Voilà. Alors, pour mettre un terme, ou pour mettre un peu d'ordre plutôt dans cette confusion de terminologie, certains experts ont proposé des critères de choix pour rendre les termes plus unicistes et plus adaptés, acceptables. Donc, il faut que le terme soit accepté par le patient, accepté par la communauté scientifique,
il faut qu'il ne renforce pas le dualisme pensée-soma, et puis il faut qu'il soit utilisé facilement donc chez les patients qui ont des comorbidités somatiques. Et puis, il faut qu'il soit suffisant et adéquat à lui-même pour qu'il soit un diagnostic à part entière. Enfin, il faut aussi qu'il soit basé sur un concept théorique qui est clair et évident, et il faut qu'il facilite la prise en charge multidisciplinaire, le cas par exemple de l'handicap intellectuel. Et puis, il faut qu'il ait une signification transculturelle similaire. Et ça, c'est très important. Quand on nomme quelque chose, la dénomination, elle peut varier d'une culture à une autre. Et donc là, il faut choisir les bons termes pour qu'ils soient universels. Enfin, donc, il faut qu'il soit neutre vis-à-vis de l'étiologie et de la pathologie, parce qu'on ne la connaît pas tout simplement. Et puis, il faut qu'il ait un acronyme ou une abréviation satisfaisante qui ne se confond pas avec une autre. Alors, si on applique tous ces critères à l'ensemble des mots ou des dénominations dont je vous ai parlé au début de la présentation, eh bien, on va retenir ces trois dénominations. Donc, le syndrome de trouble de détresse corporelle qui a été retenu pour la CIM 11, trouble psychosomatique ou psychophysique. Là encore, il y a la problématique qui renvoie au côté psychologique qui peut faire l'objet d'une résistance du patient. Et puis, il y a le trouble fonctionnel. Et c'est cette dénomination-là qui se rapproche le plus et qui répond le plus à l'ensemble des critères dont je vous ai parlé. Et encore, cette dénomination, elle pose un petit problème. Est-ce qu'il s'agit d'un trouble fonctionnel qui intéresse l'organe où se manifeste le symptôme, ou est-ce qu'il s'agit d'un trouble fonctionnel cérébral qui altère l'expérience du symptôme? Là encore, on doit répondre à cette question. Donc là se termine la première partie de ma présentation qui concernait donc la confusion dans la terminologie et dans la nosographie et un peu pourquoi on avait cette confusion-là. Alors il va de soi que pour étudier les prévalences d'un trouble, si on a déjà une confusion dans la terminologie et dans la nosographie, l'estimation de la prévalence, elle va se retrouver vraiment altérée. Et donc on a beaucoup de problèmes méthodologiques dans les études, ce qui entraîne une disparité dans les prévalences. C'est vraiment, ça va du simple au double, parfois au triple. Donc là, la difficulté d'établir des critères précis qui permettent d'affirmer la nature de la maladie, du trouble médicalement inexpliqué. Alors, à quel moment on doit s'arrêter dans les investigations pour retenir un trouble médicalement inexpliqué? Combien doit-on être exhaustif? Personne ne peut répondre à cette question. Donc, d'où vraiment la variabilité dans la prévalence. Par exemple, je vous ai cité quelques exemples. Une étude mexicaine sur 4 mois publiée en 2016, dont la population chez les patients fréquentant les soins primaires, elle a conclu à une prévalence de 7%. C'est largement en dessous de ce que rapporte la littérature. Et ça dépend bien sûr des outils utilisés pour évaluer le trouble. Une autre étude qui a été réalisée en Allemagne sur 12 mois, en soins primaires toujours, a conclu à une prévalence de 75%. C'est énorme. Lorsqu'on utilise un seul symptôme médicalement inexpliqué. Si on retient que ça, donc la prévalence, elle explose pratiquement. Lorsqu'on utilise des critères bien définis qui figurent dans les classifications, cette prévalence tombe à quand même 30%, ce qui est déjà très élevé pour le trouble somatoforme. Pour le trouble douloureux chronique, c'est 12% des patients fréquentant les soins primaires. Et pour les troubles somatoformes indifférenciés, c'est 10%. Donc c'est une prévalence vraiment qui est très élevée. Bien sûr, toutes les études s'accordent sur une seule chose, c'est le sexe ratio qui défavorise la femme. Donc, généralement, les femmes présentent plus de symptômes médicalement inexpliqués que les hommes. Une autre étude, toujours allemande, cette fois-ci, ils se sont amusés à comparer la prévalence du trouble ou des symptômes médicalement inexpliqués en utilisant les critères DSM et CIM-11. Et ils ont comparé, ils ont trouvé que l'utilisation des critères DSM donnait une prévalence à 4,5%, les critères CIM-11 donnaient quand même une prévalence à 9,6%, ce qui revient quasiment au double. Donc, une autre étude danoise, donc je passe, c'est pas intéressant. Là, donc, toujours en Chine, on retrouve des prévalences qui sont élevées également, donc le tiers des consultations ambulatoires chez les spécialistes. Voilà. Alors, je vous rapporte ici une étude canadienne qui s'est intéressée sur à la démographie de ces patients-là qui souffrent des symptômes médicalement inexpliqués. Donc déjà, toujours le sexe ratio qui défavorise la femme. Donc, ils ont constaté une augmentation de la prévalence avec l'âge. Plus on avance dans l'âge, plus on a des symptômes médicalement inexpliqués. Et puis, plus on a de comorbidité somatique chronique, plus on souffre de symptômes médicalement inexpliqués. Mais également, on retrouve une prévalence plus élevée chez les patients souffrant de troubles mentaux. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir.
Cette étude, elle s'est intéressée aussi à l'impact de ces symptômes médicalement inexpliqués. Et elle a constaté que ces symptômes-là sont une source de demande de soins très très importante. Donc ça constitue une pression vraiment sur la structure de soins. Comme vous pouvez le voir, en orange, vous avez les patients souffrant de SMI et qui vraiment sont très demandeurs de soins en comparaison avec les patients qui n'en ont pas, qui sont représentés en bleu. La même chose pour le taux d'incapacité au travail et de chômage. Quand on a des symptômes médicalement inexpliqués, là, remarquez, presque 45% des patients qui ont des SSMI peuvent se retrouver en chômage provisoire ou qui peuvent avoir carrément une incapacité, dans 15% des cas. Donc, globalement, quand on a un SSMI, on a moins de chances d'être productif au travail. 45% des patients qui rapportent des SSMI n'ont pas ou rapportent une baisse de productivité au travail. Mais également, il y a une restriction de leur activité domestique qui est très importante dans 62% des cas. Donc, tout cela veut dire que les SSMI ont un coût énorme. Peu d'études se sont vraiment essayées à cet exercice-là de calcul de coûts, tout simplement parce qu'il y a des disparités méthodologiques. Il y a une revue systématique que j'ai retrouvée en 2022 qui a inclus 25 études chez les patients grands utilisateurs de services de soins. Donc, c'est des patients qui fréquentent beaucoup les services de soins et on s'est amusé à voir le profil de ces patients-là et si ces patients-là présentaient des symptômes médicalement inexpliqués. Déjà, sur les 25 études, on a retrouvé une prévalence qui va de 3 à pratiquement 80% de SSMI. Donc il y a une grande disparité selon les outils utilisés pour le diagnostic des symptômes médicalement inexpliqués. Deuxième point, seules 3 études se sont essayées à l'exercice du calcul du coût des soins associés au SSMI. Et donc, bien sûr, toutes les 3 concluent un surcoût en comparaison avec les patients qui n'ont pas cette pathologie-là, ou ces pathologies-là, ou ce groupe de pathologies. Et puis, là, je vous cite les études. Donc là, une étude italienne sur 10 ans, quand même, qui s'est intéressée au registre d'un hôpital sur 10 ans et qui a objectivé un surcoût hospitalier annuel de 48 000 € par patient souffrant de SMI. Voilà, c'est un coût direct hospitalier dépensé dans les investigations, dans des soins qui n'ont pas pu apporter grand-chose aux patients. Une autre étude aux Pays-Bas, en soins primaires cette fois-ci, a estimé le coût direct et indirect des SMI à 6 800 € par an et par patient. Et puis une autre revue systématique réalisée en 2012 avait conclu un surcoût direct des SSMI variant de 430 $ à 5 300 $ par an, et les coûts indirects relatifs à l'absentéisme et à la baisse de productivité au travail étaient estimés à 7 fois plus. Donc j'arrive à la fin de ma présentation. Donc pour conclure, le but de cette présentation, c'était de vous montrer un petit peu la confusion qu'il y a dans cette terminologie et la source de cette confusion. Donc nous avons d'abord un défi conceptuel à régler avant de pouvoir bien étudier les prévalences et l'impact. Il y a aussi un défi pour le praticien en termes de gestion de ces patients, en termes d'alliance thérapeutique pour ces patients-là, et puis un défi pour la santé publique vu la prévalence et le coût élevé de ces troubles. Et je vous remercie de votre attention.